Bonjour Madame Lenoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au sein du Cercle France-Amérique pour entamer ensemble ce dialogue. Vous avez un parcours marqué au coin d'un destin exceptionnel par lequel 1000 vies, 1000 déterminations s'intriquent. En un mot, vous êtes juriste, magistrate et femme d'État. Vous avez encore un destin exceptionnel puisque vous avez participé à la fondation de sociétés humaines telles que l'Union européenne ou de lois qui nous permettent tous de vivre ensemble. Vous avez encore, en quelques mots, un destin qui est frappé, puisque vous avez été ministre aux Affaires étrangères, vous avez également été conseiller d'État et nommé au Conseil constitutionnel. J'ai une série de thèmes que je voudrais aborder avec vous, et le premier relève de l'Union européenne. Que pourriez-vous nous dire? Quel est le diagnostic? Que doit-on faire pour arranger la situation? C'est peut-être une question globale. Et plus précisément, que se passe-t-il avec le Brexit? Comme vous l'avez vu, c'est une décision qui a été prise par référendum. Et malheureusement, on l'a vécu, nous, également en France, en 2005, dès lors que les populations, et notamment les jeunes, ne sont pas véritablement sensibilisés à ce qu'est l'Europe. Beaucoup plus facile pour des gens de ma génération, dont les ancêtres ont connu la guerre, et c'est un dialogue entre des gens de ma génération et leurs ancêtres, alors que pour les jeunes, il faut trouver une autre aspiration, un autre idéal, que simplement la paix, qui pour moi n'est certainement pas acquise, mais qui paraît aujourd'hui ne pas être une préoccupation majeure. Donc je pense que l'Europe ne va pas avancer par référendum. Et le Brexit est à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que les Britanniques sont un acteur majeur de l'Europe, et précisément parce qu'ils n'ont pas exactement la même mentalité que les Européens de l'Europe continentale, ils apportent un plus considérable, sans compter le fait que c'est une nation militaire qui joue un rôle considérable dans la politique de défense européenne. La bonne nouvelle, c'est que face au Brexit, il n'y a pas eu de fracture en Europe, c'est-à-dire que les 27 autres États membres sont restés totalement soudés et que, en dépit, je dois dire, je suis peut-être un peu partiale, de quelques agressions de la part des Britanniques qui ne veulent pas en démordre d'un Brexit, disons, très, très pur et dur, sans aucune concession, du fait de la prolongation acceptée par les deux parties des discussions, je pense qu'on va parvenir à un accord, peut-être pas satisfaisant pour les uns comme pour les autres, mais à un accord, en tous les cas je le souhaite. Donc le Brexit est une mauvaise nouvelle qui s'est transformée en une nouvelle plus acceptable, parce que d'une certaine manière, elle a ressoudé l'Europe continentale. Est-ce que dans nos relations avec la Grande-Bretagne, l'arrivée de Biden va un peu changer la donne? Non, je pense que l'arrivée de Biden va permettre de renouer un dialogue beaucoup plus apaisé avec les États-Unis. Biden connaît bien l'Europe, il a désigné un secrétaire d'État qui parle français, dont la mère a vécu en France et qui connaît parfaitement non seulement la France mais l'Europe de manière générale. Biden a bien fait savoir, d'une part, qu'il regrettait le Brexit, et il a même dit qu'il refuserait, lorsqu'il serait président, ce qui est le cas aujourd'hui, de nouer un accord commercial avec les Britanniques s'ils revenaient sur leurs engagements vis-à-vis de l'Irlande du Nord. C'est quand même une phrase très forte. Et deuxièmement, la notion d'allié, qui s'était un peu émoussée sous les critiques, pour ne pas dire davantage, de Trump vis-à-vis des Européens, qui considéraient comme des has-beens, en quelque sorte, qui ne l'intéressaient pas beaucoup. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui donne un espoir, parce que je considère que la relation transatlantique, elle est absolument vitale pour les Européens. Vous parlez de relations transatlantiques, vous avez parlé de défense, donc je vais parler de l'OTAN. Quelle est la situation aujourd'hui, un peu à la manière de l'Union européenne, hein, comment est-ce qu'on peut repenser l'OTAN? Et en filigrane, il y a des déclarations récentes d'Erdogan pour rejoindre l'Union européenne, mais je pense que ça va aussi avec des questions de défense et géographiques. Donc sur l'OTAN et sur Erdogan, qu'en pensez-vous? Alors, l'OTAN, il y a une exigence des Américains
qui me paraît justifié, c'est le burden sharing. C'est-à-dire que les États s'étaient engagés à ce que 2% de leur PNB soit dédié à la défense, pour être capable de participer à une défense solidaire. Les Français ont atteint ce pourcentage, pas les Allemands. Je pense que c'est une revendication légitime de la part des Américains, mais qui implique également à Washington l'acceptation d'un partage plus équitable des responsabilités opérationnelles entre les Européens et les Américains. Donc je crois qu'on doit davantage financer la défense, être plus autonome, mais que par ailleurs, il faut que les Américains admettent qu'il y a une responsabilité politique en quelque sorte partagée dans la défense commune au sein de l'OTAN. La deuxième chose, c'est que il y a quand même quelque chose qui est inédit dans l'histoire de l'OTAN, c'est qu'un des membres de l'OTAN, la Turquie, pour ne pas la nommer, est devenue extrêmement agressive vis-à-vis des autres membres de l'OTAN. Il y a eu ces incidents tout à fait regrettables vis-à-vis de Chypre, qui avait donné des autorisations d'exploration à des sociétés françaises et italiennes, et il y a un navire turc qui est venu les attaquer et disons, dénier le droit d'être présent dans ces eaux qui ne sont pas des eaux territoriales turques. Les Turcs ont acheté récemment du matériel russe dans des conditions qui sont quand même un petit peu contestables compte tenu de cette solidarité qui doit être autour de la défense mais aussi de l'industrie militaire. Et finalement, et le président de la République française, Emmanuel Macron, a été un petit peu aux avant-postes. Je pense qu'il y a une prise de conscience au sein de l'OTAN qu'il y a certains comportements de ce membre de l'OTAN qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Et je pense que ça a marché. Il y a même eu une réflexion qui a été menée par l'Allemagne, par Mme Merkel, pour voir comment on pouvait traiter la question de l'exportation des armes vers la Turquie, qui ont d'ailleurs une armée très bien organisée et une industrie militaire de pointe. Donc ce n'est pas un membre de l'OTAN qui est anodin. Donc je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage des relations et faire comprendre à la Turquie, notamment parce que Erdogan est fragilisé par une opposition qui paraît tenir tête, notamment le maire d'Istanbul. Je pense que Erdogan a compris qu'il ne peut pas se faire des membres de l'OTAN, que ce soit les Européens ou les Américains, des ennemis. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et j'espère que Biden va être dans cette voie. C'est absolument indispensable pour le maintien de la cohésion de l'OTAN, parce que les défis, qu'il s'agisse de la Corée du Nord, de l'Irak, la Libye ou la Syrie ou de l'Iran, sont quand même très importants. Vous appartenez à une génération dont des femmes ont des pas, ont des portraits, ont des actions qui résonnent encore entre le parc Léopold à Bruxelles et, je voulais dire, l'Élysée chez nous. Je pense à Simone Veil, et je pense aussi à vous. Ma question va être très directe. Pourquoi est-ce qu'en France, ou même de manière générale en Europe, on a le mouvement MeToo, mais on n'a pas Ginsburg ? On a quand même eu un mouvement MeToo. Je pense et je souhaite que les rapports hommes-femmes soient un tout petit peu moins communautarisés qu'aux États-Unis. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs d'université aux États-Unis qui n'osent pas prendre l'ascenseur avec une femme. Mais encore une fois, là, j'ai été confrontée au machisme. Bien sûr. D'ailleurs, quand vous êtes une femme, vous allez dans un dîner et on ne connaît pas quelle est votre raison sociale, quel est le métier que vous exercez, on ne vous adresse pas la parole. Donc je l'ai vécu, ça. Et quand j'étais au Conseil constitutionnel, où mes collègues avaient à l'époque largement 30 ans ou davantage de plus que moi, ils me prenaient pour une femme. Ce que je suis, enfin, ce n'est pas la seule dimension de mon existence. Donc je suis fondamentalement féministe, mais je ne suis pas pour la guerre des sexes, et je ne suis pas pour considérer qu'une agression
le fait de dire ah ben t'es bien coiffé aujourd'hui ou même qu'on vous fasse la cour, bon, ce qui n'est pas non plus un idéal absolu, mais je suis pour l'équilibre des relations entre les hommes et les femmes. Moi j'ai 750 livres de mode, parce que je suis pas, j'adore ça, ça me plaît, je trouve que c'est de l'art, etc. Mais c'est très mal vu aujourd'hui parce qu'être une femme, c'est moins bien vu. On ne peut pas revendiquer son genre. Moi, je ne tire aucune gloire d'être une femme. Je revendique d'avoir eu peut-être plus de difficultés, mais aussi plus de facilité dans ma carrière d'être une femme, parce que j'ai été nommée au Conseil constitutionnel parce que François Mitterrand voulait nommer une femme. Donc, ça ne me diminue pas, mais ça ne me grandit pas non plus. C'est comme ça, c'est arrivé. Mais je considère que l'individu est un être extrêmement complexe et que le genre est une de ces dimensions, qu'il assume ou qu'il n'assume pas, mais qu'il y a plein d'autres dimensions. Et moi, je ne veux pas être jugée uniquement parce que je suis une femme et que je porte sur mes épaules tout le poids de ce qu'ont pu souffrir les femmes à travers les âges, et encore maintenant dans quand même une bonne partie du monde, où elles sont enfermées, elles n'ont pas le droit à l'éducation, elles sont excisées, et elles portent un voile qui ressemble plus à un sac de pommes de terre qu'aux 7 voiles de la danse du ventre. Donc je fais partie, je pense, de cette génération. On s'est battu. Je conseille aux jeunes femmes que je vois et qui souvent n'ont pas confiance en elles de faire semblant, ce qui m'arrive d'avoir confiance en soi. C'est la même chose. Mais je considère qu'aujourd'hui, parfois, être un homme blanc, c'est pas si évident. Parce qu'il y a des préjugés de nouveau. Les femmes ont vécu victimes de préjugés, et je ne voudrais pas qu'il y ait des préjugés. Moi, je me fiche éperdument de savoir si vous êtes auvergnat, si vous êtes asiatique, si vous êtes africain, ou si vous êtes une femme ou un homme. Je ne vous juge absolument pas, ou quelle est votre religion. Je vous juge, je pense qu'il y a eu de la discrimination raciale, et qu'il faut lutter contre la discrimination raciale. Il y a eu de la discrimination sexiste, et il faut lutter contre la discrimination sexiste, mais ça ne me donne pas le droit d'être l'ennemi des descendants de ceux qui ont été les auteurs de cette discrimination. Voilà. On a quand même, nous, Européens, vécu sous la férule nazie, enfin, aidés par le gouvernement français. Ben, il se trouve qu'ils étaient allemands, mais je ne vais pas faire porter par toutes les générations actuelles d'Allemands le poids de ce qui a été fait par leurs ancêtres, parce qu'il y en avait beaucoup, hein. C'était quand même 80 ou 90% de la population, enfin, ceux qui n'étaient pas enfermés, qui suivaient ce mouvement. Donc je suis contre faire peser sur les générations actuelles les turpitudes des générations, de certaines générations passées. Mais j'admets que ce discours n'est pas le discours qui est tenu le plus souvent. C'est-à-dire que le pouvoir de la parole est immense. Et le pouvoir de se débarrasser de sa peur de parler est immense. Parce que ce qui est, à mon avis, illustratif de la soumission, c'est qu'on a peur de se révolter. Donc c'est un mouvement qui me paraît salutaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de harcèlement sexuel, harcèlement moral, etc. Mais la systématisation de l'expression de ce mouvement, moi je veux dire, vous avez des femmes qui sont misogynes. Et moi, dans ma carrière de femme, à une époque encore où il y avait des premières femmes, j'ai connu des femmes qui ont mis beaucoup plus de bâtons dans les roues de ma carrière que des hommes, parce qu'elles se sentaient en concurrence avec moi. Donc moi, je ne suis pas pour identifier les gens en fonction soit de leur anatomie, soit de la couleur de leur peau, soit de leur religion ou de leur origine géographique. C'est ma culture. Il y a encore un thème, parce que le temps nous est compté, c'est sur la technologie. Vous avez un pied aux États-Unis, vous avez un pied ici, et peut-être des pieds encore ailleurs. Aujourd'hui, en tant que juriste,
Comment vous abordez l'infiniment petit, l'infiniment grand? Comment on l'encadre? Est-ce qu'il faut définir des nouvelles catégories juridiques? Est-ce qu'il faut un nouveau code? Est-ce qu'on est ces navigateurs sur ces océans qui découvrent un nouveau monde en allant soit dans l'espace? Je pense que ce qui caractérise la technologie aujourd'hui, c'est que tout est interdépendant. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la bioéthique, donc sur la génétique. La génétique, c'est issu de la chimie. Moi, je pense que dans une autre existence, j'aimerais être dans la science, être scientifique. Je trouve que le pouvoir de l'homme sur son destin, c'est une aventure exceptionnelle. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres planètes avec des aventures similaires, mais c'est exceptionnel. L'homme est abominable, mais il est quand même divin par ailleurs. Il est les deux. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie est de nouveau universelle, même s'il y a beaucoup de gens qui sont contre. On a peur des vaccins, on a peur, je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas du tout comme ça. Pour moi, la technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Hein. C'est comme un couteau, vous prenez un couteau pour manger, mais vous pouvez aussi vous en servir de manière plus agressive. Donc je pense que de nouveau, peut-être que le Covid a eu cette vertu, c'est de faire apparaître la science comme un moyen de maîtriser son destin. On ne peut pas continuer à vivre 150 ans avec un masque. Enfin, je ne pense pas. Et en se calfeutrant chez soi, notamment les jeunes. Je vois des jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens de retourner chez leur famille et qui sont dans une pièce de 6 mètres carrés ou de 9 mètres carrés toute la journée et qui commencent leurs études, c'est triste. Donc j'espère que ce que nous vivons aujourd'hui, qui est complètement hors norme du point de vue sanitaire, et on n'a jamais connu une épidémie, personne ne se souvient de la grippe espagnole dans les générations qui sont vivantes. Il y a eu une grippe à Hong Kong dans les années 50, moi je ne me souviens absolument pas, il paraît qu'il y a eu beaucoup de morts. Mais je pense que ce qu'on vit aujourd'hui va peut-être nous réconcilier avec une certaine idée du progrès scientifique que je pense quand même formidable, quoi. On est une génération qui sommes vis-à-vis avec des défis à relever, et de mon point de vue, ils sont complexes, mais ils sont aussi fantastiques pour l'avenir de l'humanité. Je vous remercie chaleureusement, Madame la Ministre, d'avoir accepté de vous joindre à nous pour ce dialogue aujourd'hui à France-Amérique. Eh bien, moi, je remercie beaucoup France-Amérique. Donc, c'est France, puisqu'on parle français, mais c'est aussi Amérique, parce que je crois que ce que vous faites depuis très longtemps, puisque cette fondation est très ancienne, au jour d'aujourd'hui, où l'ordre du monde qui est un peu perturbé dépend largement de la relation France-Amérique et plus largement Europe-Amérique, je crois que la notion d'allié, dans la conception qu'on a des droits de l'homme et de l'avenir de l'humanité, elle est très forte aujourd'hui, même si on vit une période quand même de basculement vers l'Orient, vers l'Asie, qui est aussi partie de notre aventure humaine et qu'on doit assumer, nous, occidentaux, de façon pleine et entière. Donc un grand merci à France-Amérique pour cet échange.